Ils ont menacé sa femme, pris son enfant et ont même pointé une arme sur la tête de sa mère. Tout cela pour forcer un homme, un garde du corps africain fidèle à son peuple, à empoisonner le président qu'il avait juré de protéger. Mais ils ont fait une erreur. Ils ont sous-estimé son cœur. Ce qui suit n'est pas seulement une histoire de trahison et de courage. C'est le démantèlement d'une conspiration mondiale conçue pour contrôler une nation depuis l'ombre. Pour ceux qui croient encore en l'honneur, à la justice et au pouvoir de tenir bon lorsque le monde veut vous voir à genoux, cette histoire rappellera pourquoi certains hommes sont tout simplement incassables. Car lorsqu'ils ont tenté d'utiliser sa famille contre lui, ils ont réveillé quelque chose qu'il ne pourrait jamais contrôler. L'arme était déjà dans la bouche de Malik Ouedraogo lorsque le téléphone a sonné. Sa main tremblait. La voix de sa femme, terrifiée, étouffée par un bâillon, résonnait dans le haut-parleur. Puis la ligne a été coupée. C'était la 3e fois qu'il le laissait l'entendre crier, la première, son fils, la 2e, sa mère, maintenant, sa femme. Le message était clair. Ils étaient à peine vivants, et le temps était compté. Malik a laissé tomber le pistolet. Ses genoux ont heurté le sol en béton de sa minuscule chambre. Il n'était pas un lâche. Il avait combattu dans le nord contre les djihadistes. Il avait regardé la mort en face. Mais cette fois, c'était différent. Ce n'était pas une guerre. C'était un piège. Et il était là-bas. Membre respecté de l'unité de protection d'élite du président Ibrahim Traoré, Malik avait juré de prendre une balle pour son chef. Maintenant, on l'obligeait à le tuer. Ils ne lui ont pas dit qui ils étaient, ils n'en avaient pas besoin. Ils le savaient. Leurs accents étaient clairs, leurs ordres froids, leur influence absolue. Les services de renseignement occidentaux se cachaient derrière des identifiants d'appels anonymes et des signaux cryptés. Ils voulaient que Traoré tombe. Il avait coupé les liens militaires avec l'Europe, expulsé les forces françaises, dénoncé l'ingérence étrangère et s'était allié à des voisins partageant sa vision d'une souveraineté africaine. Cela le rendait dangereux à leurs yeux. Alors ils ont trouvé un homme assez proche pour frapper, un homme avec une famille, un homme qu'ils pouvaient briser. Et ils l'ont brisé. Malik n'était pas un traître. Mais il n'était pas non plus une machine. Ils avaient enfermé sa famille dans un endroit inconnu, et chaque heure, ils envoyaient une preuve de vie toujours accompagnée de douleur. Ils n'avaient plus besoin de le menacer. L'horreur suffisait. Il avait devant lui une seringue dans un étui en velours noir, livrée 2 jours plus tôt dans une Bible évidée déposée devant sa porte. Sans odeur, sans goût, rapide. Il suffisait de verser le contenu dans le thé du président. Cela passerait pour une crise cardiaque. Il y aurait une enquête, mais aucune piste ne mènerait à lui. Personne ne saurait jamais, sauf Malik. Et cette honte, il la porterait jusqu'à sa tombe. Il entra dans l'enceinte présidentielle comme un fantôme. Ses yeux étaient ouverts, mais son esprit était ailleurs dans le noir, comptant les secondes entre les cris de sa femme. Il franchit la sécurité, salua ses collègues gardes, sentit l'étui appuyé contre ses côtes sous son uniforme. Il se détestait. Mais il les haïssait encore plus. Le président Traoré était assis dans la cour ouverte, jambes croisées, lisant un rapport de renseignement. Pas de caméra. Pas d'aide. Juste lui, seul, sous le ciel bleu pâle d'une ville qui avait appris à retenir son souffle. Il leva les yeux et sourit. « Tu as l'air fatigué, Malik, dit-il. »« Nuit difficile ?»« Je n'ai pas dormi, monsieur, » répondit Malik, gorge sèche. Ce n'était pas un mensonge. Le président lui fit signe de s'asseoir. « Prends du thé. C'est de la part de Molly. Bon pour les nerfs. » Sur le plateau, 2 tasses. Une vide, une pleine. C'était le moment. Le plan. La main de Malik bougea d'elle-même, atteignant sa poche latérale où l'attendait la seringue. Moins d'1 seconde. Une simple injection. Personne ne verrait. Mais il resta figé. Traoré le regarda. Pas avec suspicion. Pas avec peur. Avec confiance. Et cela, c'était pire. Malik déglutit, cligna des yeux à cause de la sueur sur son front. « Puis-je vous demander quelque chose ?»« N'importe quoi, » répondit Traoré.
Est-ce que vous regrettez parfois? Prendre le pouvoir. Chasser l'Occident. Le président se pencha en arrière, le visage impassible. Regretter? Non. Parfois j'ai peur, mais pas de regret. On ne construit pas un pays libre en mendiant la permission. Tu le sais. La main de Malik serra l'étui de velours. Même si cela te coûte la vie. Les yeux de Traoré ne sillèrent pas. Surtout à ce moment-là. Les mots frappèrent Malik comme une gifle. Il se leva brusquement. Excusez-moi, monsieur. Je reviens tout de suite. Il se détourna avant que le président ne réponde, marcha vite, puis courut. Dans les toilettes les plus proches, il verrouilla la porte, sortit la seringue et la fracassa contre le carrelage. Le verre vola en éclats. Le poison coula sur le sol. Il tomba à genoux, haletant. Sa décision était prise. Mais le prix, maintenant, allait tomber. Il n'avait pas sauvé sa famille. Il venait de signer leur arrêt de mort. Son téléphone vibra. Un message. Vous avez échoué. Il meurt ce soir. Malik fixa l'écran, les larmes aux yeux. Puis un autre message arriva, d'un numéro inconnu. Un seul mot. Léon. Ses yeux s'écarquillèrent. Léon. Le seul homme qu'il connaissait capable de traquer l'introuvable. Un voyou. Une ombre. Peut-être leur dernière chance. Malik ne bougea pas pendant une minute entière. Le verre fissuré. Le poison infiltrant les joints. L'odeur du métal. Tout semblait irréel. Mais ce nom, sur l'écran, le frappa comme un coup de poing. Il ne s'était pas parlé depuis des années. Depuis la dernière fois que Malik avait eu besoin de l'impossible. Léon avait tenu parole. À l'époque, c'était pour exfiltrer un camarade blessé. Cette fois, il s'agissait de sauver toute sa famille des griffes des fantômes. Malik s'essuya le visage, jeta les morceaux de verre à la poubelle, tira la chasse, et sortit en trombe. Il était déjà en guerre. Le couloir lui sembla trop lumineux, trop propre. Chaque ampoule bourdonnait plus fort que la précédente. Alors qu'il traversait l'enceinte, il sentait les regards sur lui. Était-ce parce qu'il savait? Ou parce qu'il pensait qu'il savait? Peu importait. Il marchait avec une mission. Car il en avait une. Le téléphone sonna à nouveau. Cette fois, un message vocal crypté. La voix basse et rauque de Léon traversa l'électricité statique. Où les garde-t-il? La réponse de Malik fut presque un murmure. Je ne sais pas. Mais ils utilisent des appels en direct. Il y a des bruits de machines industrielles. Des portes métalliques. Il envoya la note vocale, le cœur battant. Léon, brûlé par les mêmes personnes, travaillait dans l'ombre, sans conscience mais avec une règle, on ne touche pas à la famille. C'est ce qui le rendait dangereux. Et fidèle. Malik entra dans la salle de contrôle. Fit un signe de tête. S'assit. Il regardait les écrans, mais ses yeux étaient ailleurs. Sur son propre reflet. Une mâchoire serrée. Une peau pâle. L'image d'un homme en train de s'effondrer. Lui seul savait pourquoi. Un autre message arriva. Cette fois, une photo. Une image floue d'un chantier naval. De nuit. Conteneur rouillé. Un escalier en acier. Et dans un coin, une écharpe blanche. Celle que portait toujours sa femme. La gorge de Malik se serra. Léon avait trouvé quelque chose. Un autre message suivit. J'ai triangulé le dernier ping. Zone portuaire. Entrepôt secteur 3. Tu as moins de 6 heures. Malik se leva brusquement. Mal d'estomac, dit-il à l'officier à côté. Et il partit. Parce que maintenant, il n'était plus seul. La guerre venait de changer de camp. Sa mère, à peine consciente, était allongée dans un coin. Malik laissa tomber l'arme et tomba à genoux. Il ne pouvait pas parler. Il les tenait simplement. Il les tenait comme s'il essayait de les empêcher de disparaître. Léla murmura, « Je savais que tu viendrais. » Malik secoua la tête, les larmes coulant enfin.
J'ai failli ne pas le faire, dit-il. Il n'y avait pas le temps de craquer. Il coupa leurs liens avec un couteau récupéré à la ceinture du premier garde et les aida à se relever. Nous devons bouger maintenant. Léla regarda vers la porte. Il y a plus. Je les ai entendus parler. Ils s'attendent à ce que quelque chose tourne mal. Ils ont dit que si tu échoues, une deuxième équipe interviendrait au complexe présidentiel. Malik se figea. Une équipe de tueurs. Léla hocha la tête. Pour finir le travail si tu ne le fais pas. Son sang se glaça. Cela signifiait que le plan ne dépendait pas uniquement de lui. Il avait été le plan A. Mais il y avait un plan B. Et il était déjà en marche. Il attrapa le fusil et tendit un pistolet à Hila. Elle ne broncha pas et aida leur mère à se redresser. Nous partons d'ici, dit-il, la voix ferme. Mais je dois y retourner. L'emprise de Léla sur son bras était désespérée. Non, Malik, ne fais pas ça. Ils te tueront. Ils vont le tuer, répondit-il doucement. Et s'ils réussissent, ils détruiront ce pays. Je n'ai pas le choix. La voix de Léon résonna dans son oreillette avant qu'il ne puisse en dire plus. L'extraction dans 5 minutes. Allez sud. SUV banalisé. Tu reviens? Je dois le faire, répondit Malik. Il y eut une pause. Tu ne sauves pas seulement ta famille, n'est-ce pas? Non, dit Malik, les yeux durcis. Je sauve le seul homme qui croit encore en cet endroit. La voix de Léon s'adoucit. Là alors bouge. Je les guiderai. Va faire ce que tu as à faire. Malik tendit l'oreillette à Hila. Suivez sa voix. Ne t'arrête pas. Ne te retourne pas. Elle le regarda comme si elle mémorisait son visage. Il embrassa le front de Jamal, la main de sa mère, puis soutint le regard d'Hila une dernière fois. Ensuite, il sortit dans la lumière, avec rien d'autre qu'un fusil volé, un cœur rempli de fureur et un seul objectif, revenir avant que l'équipe d'élimination n'atteigne sa cible. Ou mourir en essayant. Malik courut. Ses bottes battaient le gravier alors que le quartier des entrepôts défilait autour de lui. Des conteneurs comme un labyrinthe d'acier sous le soleil impitoyable du Sahel. Il ne se souciait plus du bruit. La furtivité était terminée. Le temps s'écoulait. Chaque seconde comptait. Chaque battement de cœur donnait une chance de plus aux assassins de parvenir à Troé. Il sauta une clôture grillagée, atterrit brutalement, une douleur traversant ses genoux. Il ne s'arrêta pas. La ville s'éleva autour de lui. Fumée dans l'air. Sirène au loin. Le bourdonnement d'un endroit trop habitué au chaos pour être surpris. Son téléphone vibra. Un message de Léon. Il bouge. 3 SUV en direction du complexe. Tu as moins de 20 minutes. Malik ne répondit pas. Il ne pouvait pas. Ses poumons brûlaient, ses mains étaient engourdies, mais son esprit flamboyait. Il se précipita dans une ruelle, arracha sa veste d'uniforme trempée de sueur, glissa le fusil sous sa chemise comme un fou cachant une culpabilité. Son cœur battait si fort qu'il crut qu'il allait lui briser les côtes. Il est là un taxi-moto d'un geste qui ressemblait davantage à un ordre qu'à une demande. Le conducteur hésita. C'était peut-être la rage dans les yeux de Malik. Peut-être le pistolet à demi visible. Complexe présidentiel. Vite. L'homme hocha la tête et démarra. Malik bondit sur la moto. Elle rugit à travers les rues, fonçant à une vitesse terrifiante. Feux rouges ignorés. Klaxons laissés derrière eux. Le vent fouettait son visage, séchant la sueur, mais pas la peur. Il pensa à Hila, aux petites mains de Jamal, à la respiration faible de sa mère. Puis à Ibrahim Traoré. Calme. Posé. Sirotant du thé dans la cour. Lui faisant confiance. Le complexe apparut. Malik sauta de la moto avant qu'elle ne s'arrête complètement, jeta de l'argent, courut vers l'entrée arrière. 2 gardes levèrent leurs armes. Ils le reconnurent. Capitaine Wedriogo? Qu'est-ce qui se passe? Pas le temps. J'ai besoin d'accéder à l'aile ouest maintenant. Ils hésitèrent. Puis,
L'un d'eux appuya sur le buzzer. La porte s'ouvrit. Malik s'y engouffra. Il courait à travers les couloirs, dépassant soldats, aides, analystes. Personne ne l'arrêta. L'oreillette grésilla. Encore les lions. Les SUV viennent d'arriver de l'Est. Ils ont des badges humanitaires. La sécurité ne posera pas de questions. Malik ouvrit une porte sur la cour principale. Vide. Trop vide. Son cœur se serra. Où est le président? Cria-t-il dans sa radio. Silence. Puis. Salle de situation. Briefing avec les renseignements. Malik bondit. Escalier. Couloir. Officier stupéfait. Ses jambes criaient. Il s'en moquait. Il atteignit la salle au moment où deux hommes en veste grise franchissaient les portes. Il le sut immédiatement. Leur démarche. Leur silence. L'un d'eux jeta un bref regard derrière lui. Malik vit la bosse sous la veste. Arrêtez-les! Hurla-t-il. Trop tard. Le premier homme dégaina. Malik le plaqua au sol, coude à la gorge, arrachant l'arme. Le second leva la sienne. Malik tira. Le coup de feu explosa comme le tonnerre. L'homme tomba. Du sang sur le sol. Alarme. Chaos. L'homme sous lui haletait. Tu ne sais pas qui tu protèges, siffla-t-il. Malik se pencha, la voix tremblante. On ne touche pas à la famille. On ne touche pas au Burkina Faso. Et il l'assomma d'un coup de crosse. Silence. Puis une voix, calme, stable, familière. Malik. Il leva les yeux. Le président Ibrahim Traoré était là. Dans l'embrasure. Indéchiffrable. Derrière lui, ses chefs, ses gardes, ses conseillers. Figé. Malik se redressa lentement. Du sang sur sa chemise. Un pistolet à la main. Tu vas me dire ce qui se passe, demanda Traoré. Je viens de vous sauver la vie, monsieur, répondit Malik. Traoré ne s'y a pas. Commence à parler. Malik se tenait face à lui, haletant, trempé de sueur et de sang. Il laissa tomber le pistolet. Le bruit du métal sur le sol brisa le silence comme du verre. Il leva les mains, paumes ouvertes. Ils ont pris ma famille. Pas un pays, monsieur. Un agent. Un réseau. Quelque chose de plus sombre. Caché, financé, formé. Il cherchait des regards compréhensifs dans la pièce. Il respirait fort. Mais le président ne l'interrompit pas. Il savait tout. Mes racines, mes quartiers, mes habitudes. Malik avait traversé tout cela comme un fantôme, de retour en uniforme, mais plus vraiment le même homme. Sa famille était en sécurité. La trahison avait été évitée. Mais désormais, l'ennemi savait qu'il était toujours en vie. Cela voulait dire qu'il y aurait des représailles. Ce n'était qu'une question de temps. Dans une pièce sombre, 2 étages sous la salle de situation, Malik était assis à une longue table en acier, entouré d'officiers de renseignement de haut niveau. Ses jointures portaient encore les croûtes du combat, ses yeux brûlaient d'épuisement. Sur la table s'étalaient des impressions de messages interceptés, des images fixes issues d'appareils composites, et une carte numérique illuminée de rouge, de bleu et de jaune, marquée de groupes étiquetés comme inconnus. L'analyste principal, une femme aux yeux perçants nommée Natage, tapota son stylo contre l'écran. Ces 2 agents que vous avez neutralisés, les analyses faciales nous ont donné des résultats partiels. Il y a 2 ans, l'un d'eux travaillait pour une société de sécurité privée dissoute, opérant au Sahel. L'autre n'a aucun casier. Ce qui signifie, opération clandestine ou contrat fantôme. Quoi qu'il en soit, il n'était pas indépendant. C'était chirurgical. Malik se pencha en avant. Et leur équipement, demanda-t-il. Puce de suivi, émetteur? On est en train de le passer au peigne fin, répondit Natage. Mais voici le hic, les 2 hommes avaient des étiquettes d'implants cryptés dans leurs méninges, qui se sont autodétruites dès qu'ils ont été mis hors ligne. Celui qui les a envoyés ne comptait pas les récupérer. Malik poussa un long soupir.
Il n'essaie plus de déstabiliser la présidence. C'était la première phase. Maintenant, ils veulent l'enterrer. Quelqu'un fit glisser une photo sur la table, une image satellite granuleuse. Un homme vêtu d'un trench-coat gris descendait d'un jet sur un aérodrome privé. L'horodatage était de ce matin. Qui c'est ? Demanda Malik. Nataj hésita. Nous pensons qu'il est l'architecte. Pas encore de nom. L'avion n'était pas immatriculé, mais écoutez bien, il venait d'un pays sans lien diplomatique officiel avec le Burkina Faso. La liste des passagers a été effacée. Il reste un seul nom dans le journal d'embarquement, Linden. L'estomac de Malik se contracta. Lyndon. Il ne savait pas pourquoi ce nom l'avait frappé ainsi, comme un murmure venu d'un rêve oublié, mais il le sentait. Il recula de la table. Je dois voir le président. Nataj plissa les yeux. Nous sommes en plein balayage cybernétique à spectre complet. Les communications sont verrouillées. On ne peut prendre aucun risque. Je ne veux pas l'appeler, répondit Malik. Je veux le voir. En personne. Après un silence, elle hocha la tête. 1 heure plus tard, Malik se tenait devant les quartiers privés du président Traoré. 2 gardes s'écartèrent sans un mot. À l'intérieur, le président était debout, mains jointes dans le dos, regardant par une fenêtre étroite la ville devenue à la fois forteresse et champ de bataille. Il ne se retourna pas quand Malik entra. « On m'a dit que tu voulais parler, » dit-il. Malik hocha la tête. « Monsieur, nous avons un problème. Un nom est apparu, Lyndon. Aucun dossier, aucune affiliation. Ils l'ont envoyé ici pour quelque chose, et ont tout effacé derrière lui. » Traoré se retourna. Ce nom ne m'est pas inconnu. Le cœur de Malik bondit. Traoré s'approcha de son bureau, ouvrit un tiroir verrouillé, et en sortit un vieux dossier jauni. Il le posa sur le bureau. Il y a 10 ans, il travaillait pour un conseil consultatif de maintien de la paix, rattaché à l'aide internationale. C'était sa couverture. En réalité, c'était un coordinateur. Un homme d'opération pour les intérêts occidentaux en Afrique. Ni militaire, ni diplomate. Juste, discret. Il déplaçait les dirigeants comme des pièces d'échecs. Remplaçait ceux qui résistaient. Faisait disparaître les autres. Malik fixa le dossier. Pourquoi n'est-il dans aucun système ? Parce que nous l'avons effacé nous-mêmes. Avant le coup d'État. Avant que je prenne le pouvoir. Je pensais qu'on lui avait brûlé la main. Malik se pencha sur les pages. Il est là maintenant. Et s'il est là, ce n'est pas pour finir un travail. C'est pour tout effacer. La mâchoire de Traoré se contracta. Alors on le trouve avant. Malik leva les yeux. Laissez-moi faire. Un long silence s'installa. Puis le président hocha la tête. Trouve-le. Arrête-le. Et Malik, cette fois, tu ne demandes pas la permission. Malik ne souriait pas. Il ne cligna pas des yeux. Il quitta la pièce avec le feu d'un homme qui connaissait enfin le nom de son ennemi. L'air dehors était lourd de chaleur, chargé d'un non-dit. Malik avançait sans plus de poids sur les épaules. Juste une cible. Juste un nom. Lyndon. Le nom résonnait en lui comme le tic-tac d'une horloge. Et à chaque battement de cœur, la même vérité s'imposait, ce n'était pas seulement de la vengeance. C'était un message. Un homme comme Lyndon ne se montrait que pour clore un dossier. Effacer un chapitre. Brûler le dernier fil. Et ce fil, c'était Malik. Peut-être aussi Traoré. Peut-être tout le pays. De retour au centre d'opération, Léon attendait sur une ligne sécurisée. Voix basse, tendue, j'ai creusé un peu. Lyndon n'est pas juste ici en transit. Il est déjà actif. J'ai vu quelqu'un hier. Couverture civile, diplomate européen, immunité totale. 2 heures plus tard, 3 contrats militaires dans le sud ont été annulés. Tu sens ça ? Demanda Malik. Ouais, répondit Léon. Panique ? Non. Préparation. Il ne nettoie pas. Il met en scène quelque chose.
Tout ce qu'ils n'ont pas pu éliminer par le poison ou une balle, ils vont l'enterrer sous une fausse révolution. Malik réfléchissait à toute vitesse. Où irait-il? Léon hésita. Les ambassades sont trop exposées. Les hôtels, trop vulnérables. Il irait là où il peut travailler, contrôler, se cacher à la vue de tous. Donne-moi des options. Léon rit doucement. Je me demandais quand tu demanderais. 2 heures plus tard, Malik se tenait devant une clinique de luxe à la périphérie de Ouagadougou. Murs de verre, uniforme blanc, sécurité privée. Le genre d'endroit qui n'apparaît sur aucune carte, où des étrangers riches se remettent d'opérations qui n'ont jamais existé. Ce qui retint l'attention de Malik, ce n'était pas le bâtiment, mais le camion à l'arrière, vitres teintées, plaques diplomatiques, poussière encore fraîche sur les pneus. Il n'était pas là depuis longtemps. Malik ne passa pas par la porte. Il escalada la clôture, se laissa tomber derrière les palmiers, et se glissa vers le quai de livraison. Habillé comme un technicien, blouse, gants, badge forgé par Léon. Ses mains ne tremblaient pas. Son cœur battait avec calme. Il avait déjà fait ça. Une guerre différente. Mais le silence avant l'impact restait le même. Il entra par l'arrière, traversa 2 couloirs, puis il le sentit. L'électricité statique dans l'air. Ce frisson que l'on ressent quand le danger est proche. Il ralentit, tourna au coin, et le vit. Lyndon. Il sortait d'une salle d'examen. Rien à voir avec la légende, pas de costume, pas de trench-coat. Juste une chemise blanche, les manches retroussées, un presse-papier à la main. Calme. Ordinaire. Ennuyeux. Mais Malik le savait dans ses os, c'était lui. Leurs regards se croisèrent. Lyndon ne broncha pas. Il sourit, et passa devant lui comme si Malik n'existait pas. Comme s'il n'était qu'un réceptionniste. Malik le suivit. Sans réfléchir. Le pouce accéléra. Ils passèrent devant des infirmières, des patients, 2 gardes armés qui saluèrent Lyndon comme un dieu. Personne ne regarda Malik. Lyndon ouvrit une porte, entra dans un bureau. Malik s'y glissa juste avant qu'elle ne se referme. À l'intérieur, le silence était plus glacé que la climatisation. Lyndon se tenait derrière le bureau, versant un verre. « Tu es plus rapide que prévu, dit-il, sans se retourner. Malik resta silencieux. « Tu ne l'as pas empoisonné, ajouta Lyndon, comme on parle du temps qu'il fait. Dommage. Ça aurait épargné bien des problèmes. On se serre les coudes et on ne s'arrête pas tant qu'il ne nous a pas donné tous les noms, tous les comptes bancaires, tous les contacts à qui il a murmuré. On déchire toute cette foutue toile. » Pendant que Léon injectait le sédatif, Malik arpentait la pièce. Il avait l'impression que sa peau était trop tendue, comme si quelque chose se construisait dans sa poitrine et n'avait nulle part où aller. Tu as dit plutôt qu'il préparait quelque chose de plus grand. Si Lyndon n'est que le coordinateur, qui en est l'architecte? C'est la question à $1 million, murmura Léon en regardant la drogue faire effet. Tiens bon. Mais j'ai une piste. Cette clinique n'est pas qu'une cachette. C'est une façade. Une société écran enregistrée auprès d'un groupe médical qui n'existe pas sur le papier, mais dont la piste financière passe par des comptes offshore. L'un d'eux a effectué un gros retrait en espèces il y a 3 jours. Devine où cela a fini? Où? Une milice locale, Panoga. Des combattants rémunérés, des recrues venues du Nord, des tensions tribales attisées par la propagande. Quelqu'un alimente une explosion civile. Lyndon était juste là pour allumer l'allumette. Malik serra la mâchoire. Donc, nous sommes à l'heure. Léon se leva. Exactement. Et voici le pire, nous ne savons pas quand ni où cela va se produire. Cela pourrait être demain, cela pourrait être maintenant. Ils ont enveloppé le corps inerte de Lyndon dans une civière médicale, l'ont recouvert d'un drap propre et l'ont fait sortir comme un transfert de patient. Les gardes ont à peine cligné des yeux. Personne n'a remis en question l'identité de Léon. Personne n'a regardé à 2 fois le badge volé de Malik. C'est ainsi que l'ennemi a toujours agi, caché, poli, courtois. Mais maintenant, il saignait.
Ce qui signifiait qu'ils avaient peur. Ils ont chargé Lyndon à l'arrière d'un SUV noir garé 2 rues plus loin. À l'intérieur de murs en acier renforcé bordés de dispositifs de blocage de surveillance, une unité de renseignement mobile de fortune bourdonnait d'une menace silencieuse. Léon monta à l'intérieur et ferma la porte derrière eux. Une fois que nous serons mobiles, je l'emmènerai au site 9. Malik se tourna vers lui. Je reste. Tu es sûr? Une tempête approche, et elle n'est pas seulement politique. Si les milices se déplacent, nous avons besoin de troupes sur le terrain. Les vrais. Je dois avertir trop maintenant. Léon tendit une clé USB à Malik. Ceci contient tout ce que nous avons extrait de la tablette cryptée de Lyndon. Messages, journaux d'appel, non. La plupart d'entre eux sont encore brouillés. Donne-le à Natage. Malik hocha la tête, prit le volant et sortit de la camionnette. La porte claqua derrière lui comme la fin d'un chapitre. Mais le suivant était déjà en train de s'écrire, plus fort, plus tranchant, plus sanglant. Alors qu'il retournait vers le complexe, Malik composa le numéro de la ligne interne. Passez-moi le président. Urgent. Je ne peux pas le faire, dit la voix à l'autre bout du fil. Il est en route pour le sommet de l'ONU à Accra. Il est parti il y a 15 minutes. Sa trajectoire de vol vient d'être activée. Malik s'arrêta net. Vous l'avez laissé partir sans autorisation de sécurité complète? Le protocole indique que le niveau de menace a été abaissé. Nous n'avions aucune nouvelle information. La voix de Malik était tranchante comme une lame. Ce sommet est un piège. Il raccrocha avant qu'il puisse discuter. La clé USB dans sa poche lui semblait soudain peser 25 kg. Il ne lui restait plus qu'un seul geste à faire, et il fallait que ce soit maintenant. Malik sprinta dans le couloir, ses bottes tonnant contre le carrelage poli tandis que le poids de l'échec s'enroulait dans ses entrailles. Sa voix résonnait devant lui, aiguë, frénétique. J'ai besoin du centre de commande en ligne. Connectez-moi à l'avion présidentiel, maintenant. Un officier subalterne se retourna en courant. Monsieur, ils sont déjà dans les airs. Je m'en fiche qu'ils soient en orbite, rétorqua Malik. Fais-moi passer cette foutue radio avant que ça ne se transforme en enterrement. À l'intérieur du centre de communication sécurisé, les lumières étaient faibles, la tension plus épaisse que l'air. Nadj était déjà à la console, les yeux naviguant entre les écrans de cryptage et les données de suivi des vols. Nous avons un jet présidentiel qui survole l'espace aérien de Ghanaan, dit-elle. État pour Accra, 35 minutes. Avons-nous un moyen d'entrer, demanda Malik, jetant déjà la clé USB sur le bureau. J'y travaille, dit-elle, les doigts volant sur le clavier. Mais cet avion a un protocole fantôme actif. Cela signifie qu'il n'y aura aucun contact externe jusqu'à ce qu'ils ouvrent les communications de l'intérieur. Le pouls de Malik battait fort dans ses tempes. Remplacez-le. Simulez une balise de détresse si vous devez. Faites venir Troé sur cette ligne. Nadj hésita. Malik, si je brise ce signal, cela alertera quiconque regarde de l'extérieur. Ils sauront que nous savons. Bien, grogna Malik. Faites-leur savoir. Faites-leur savoir que nous ne dormons pas. Elle hocha la tête et se mit au travail. La pièce était remplie du son de la guerre numérique. Course de code, pare-feu changeant, logiciels s'affrontant en silence. Un point rouge a clignoté, puis un autre. La connexion grésillait. Malik attrapa le casque. Monsieur le Président, m'entendez-vous? Statique. Puis une voix. Malik. Le soulagement faillit le faire tomber à terre. Monsieur, vous devez faire demi-tour immédiatement. Ce sommet est un piège. Il déplace des ressources de la milice. Lyndon n'était qu'un appât. L'opération proprement dite est sur le point de se dérouler. Peut-être pendant que vous êtes encore dans les airs. La voix de Troé était calme, mais Malik pouvait entendre l'acier la traverser. Avez-vous des preuves? Oui, monsieur. Lecteur crypté. Fichier extrait de la tablette de Lyndon. Communication entre sociétés écrans et groupes armés. Il n'essaie pas d'influencer le sommet.
Il prévoit de vous éliminer avant même que vous n'atterrissiez. Troé se tut. Là alors je te crois. Malik expira lentement. Nous devons avorter. Vous amener à un point de repli sécurisé. Accra est compromis. La voix de Troé changea. Mode de commande. Déjà en cours de redirection. Je vais donner des instructions à l'équipage. Tu restes au sol. Trouve les chefs de cellule. Arrache cette opération à la racine. Oui, monsieur. Et Malik. Monsieur? Tu as mérité plus que le pardon. Tu as gagné la guerre. La ligne coupa. Le signal tomba. Malik baissa le casque comme s'il venait de prononcer une sentence de mort. Nadj se tourna vers lui. Nous suivons actuellement le trafic de la milice. Les groupes du Nord se déplacent rapidement vers le Sud. Cela ressemble à un déploiement synchronisé. Ils pourraient frapper plusieurs villes en quelques heures. Ils lancent une fausse insurrection, dit Malik. Donnez-lui l'apparence de troubles civils. Faites en sorte que le gouvernement de Troé ne puisse pas maintenir l'ordre. Et justifier l'intervention étrangère, ajouta-t-elle avec amertume. Angle de crise humanitaire. Les poings de Malik se resserrèrent. Même foutu scénario. Acteurs différents. Il fixait la carte clignotante. Peut-on isoler le leadership? J'essaie, dit-elle. Mais ils sont intelligents. Déplacement hors réseau. Commande passée en main propre ou en dépôt direct. Silence numérique. Alors nous avons besoin de quelqu'un à l'intérieur. Nadj leva les yeux. Vous avez quelqu'un en tête? Malik ne répondit pas. Il sortit simplement son téléphone et composa un seul numéro. Ça sonna une fois, 2 fois. Puis une voix répondit. Rappeuse, fatiguée, mais vivante. Tu dois être désespéré, dit l'homme. Malik sourit sans humour. Tu as toujours des contacts dans le Nord? Ça dépend. Tu as encore un pays qui vaut la peine d'être sauvé? Pas si nous ne bougeons pas maintenant. Il y eut une pause. Puis l'homme dit. Envoie-moi les coordonnées. Je brûlerai chaque fausse révolution avant qu'elle ne respire. Malik raccrocha et se tourna vers Nadj. Nous allons dans le noir. Mobilise les unités de l'ombre. Je veux des agents intégrés à chaque point de passage majeur, à chaque plaque tournante ferroviaire, à chaque dépôt de camions. Nous devons étouffer cette chose avant qu'elle ne se répande. Compris, dit-elle. Il marcha jusqu'à la porte, mais s'arrêta. Encore une chose. Si je ne reviens pas. Tu reviendras, coupa Nadj. Les yeux de Malik s'adoucirent. Mais si je ne le fais pas, assure-toi que le président reçoive cette motivation. Et dis à ma femme. Dis-lui que je ne me suis pas seulement battu pour lui. Je me suis battu pour nous. Puis il sortit directement dans la tempête. Chaque unité est préprogrammée avec des coordonnées et un dossier rempli de modèles de communiqués de presse, rédigés en français et en anglais approximatif. Ce n'est pas la guerre, marmonna Malik. C'est du théâtre. Adama alluma une cigarette avec des mains tremblantes. Ouais, et on vient d'enfoncer la porte des coulisses. Malik sortit et scruta l'horizon. Le crépuscule tombait rapidement. Tu penses que c'était la seule vue? Non, dit Adama, mais c'était probablement le centre névralgique. Malik vérifia les lecteurs du hub satellite. Nous les prenons et les rapportons à Nataj. Il s'arrêta, sortit son téléphone et composa le numéro de Léon. Tu es sur haut-parleur, répondit Léon. On a attaqué un site. Drones, faux équipements rebelles, matériel de relations publiques. Tout était prêt à être diffusé. J'ai intercepté des conversations sur un nœud occidental. Quelque chose à propos de l'activation du récit. Si vous fermez ce site, ils réessayeront. Angle différent. J'ai pensé, déclara Malik. Alors, voici le plan. Nous arrêtons de courir après. Nous tendons le piège. Léon resta silencieux un instant. Alors, tu penses à ce que je pense? Laissez-les penser qu'un seul spectacle a survécu. Fuite-le.
Mettez en scène une fausse trahison. Donnez-leur une raison de venir vérifier eux-mêmes. Et quand ils le font, la voix de Malik était glaciale. Nous refermons le rideau. Ils préparèrent le terrain avant l'aube. Le faux avant-poste, soigneusement construit sur les vestiges d'une tour de télécommunication abandonnée, ressemblait exactement aux autres, des caisses à moitié couvertes, une antenne parabolique vacillante, et juste assez de bâches tachées de terre pour que tout cela semble réel. Malik se tenait sur le périmètre, plissant les yeux dans la brume matinale tandis que la poussière tourbillonnait sur la terre rouge. Il le sentait dans ses os, le calme avant la tempête, mais celle de quelqu'un d'autre. Adama s'approcha avec une tablette cabossée à la main. Drone en service. Nous transmettons le signal via un canal de communication falsifié. On dirait une opération en direct. Eh bien, marmonna Malik. Il ne nous reste plus qu'à les faire mordre. Ils le feront. La voix de Léon résonna dans l'oreille de Malik à travers un lien de communication. J'ai déjà divulgué les coordonnées à l'un de leurs intercepteurs de signaux, via un texte crypté compromis provenant d'un actif brûlé. Ils penseront qu'ils ont une taupe dans nos rangs. Malik hocha lentement la tête en scrutant l'horizon. Et s'ils envoient une frappe de drone au lieu d'une équipe? Ils ne le feront pas, répondit Léon. Ils veulent une confirmation. C'est leur modèle. Ils vérifient avant d'incinérer. Malik prit une profonde inspiration. Alors, donnons-leur quelque chose à vérifier. Il se tourna vers les autres. Tout le monde en position. Gardez le calme dans l'obscurité, sauf s'il s'agit de vie ou de mort. Aucun héros. Nous ne voulons pas de gloire. Nous voulons des survivants. Ils attendirent. 26 minutes plus tard, un convoi apparut sur la crête. 3 SUV non armés, se déplaçant rapidement, soulevaient une longue traînée de poussière. Ni militaires, ni locaux, pneus trop propres, vitres trop sombres. Malik leva ses jumelles. Le conducteur du véhicule de tête portait un équipement tactique, un casque attaché à son col. Construction étrangère. Européenne. L'homme sur le siège passager portait des vêtements civils, coûteux. C'est eux, murmura Malik. La voix d'Adama résonna à la radio. 2 dans chaque voiture, peut-être 3. Ils vont d'abord ratisser le site. On attend qu'ils se dispersent, puis on les encercle. Les SUV s'arrêtèrent juste devant le faux camp. Les portes s'ouvrirent. Des hommes en sortirent. 5 au total. Tous armés, tous agissant comme s'ils l'avaient fait 100 fois. Celui en vêtements de luxe tenait une tablette et se déplaçait avec autorité. Il regarda autour de lui, murmura quelque chose aux autres et désigna l'antenne parabolique. Du genre cadre, dit Malik. Responsable du renseignement, peut-être de la logistique, celui qui donne les ordres. Léon intervint doucement. Ce n'est pas juste un logisticien. Zoomé. Malik obéit. Son estomac se retourna. C'était Lyndon. Vivant. Propre. Souriant. Pas question, chuchota Malik. Il était dans une boîte. Léon, tu me l'avais dit. Il l'était. Il l'est toujours. Ce n'est pas lui. C'est son frère, Damian Lyndon. Des jumeaux? Non, pire encore. Même officier, même entraînement. Spécialisation différente. Lyndon dirigeait les opérations de terrain. Damian dirigeait les diversions. Malik observa Damian arpenter le faux camp comme s'il en était le maître. Il était calme, confiant, et pire encore, à l'aise. On attend qu'il confirme que c'est un faux, dit Malik. Ensuite, on bouge. Ils virent l'un des agents ouvrir une caisse et en sortir un drone emballé dans du plastique. Un autre scrutait les images satellites. Damian resta parfaitement immobile, puis leva sa tablette et envoya quelque chose. La radio de Malik vibra. Ils y ont cru, annonça Natage. Il vient d'envoyer une confirmation. Quoi qu'il arrive ensuite, ils penseront que c'est réel. Malik expira. Faisons en sorte que ça compte. Il leva une main. 3, 2, 1. L'explosion ne vint pas de face. Elle venait de derrière.
Une énorme boule de feu éclata sous le dernier SUV, le renversant comme un jouet. Des cris. Des coups de feu. Des explosions contrôlées jaillirent depuis des points de vue cachés. Les combattants d'Adama surgirent comme des fantômes des broussailles. Malik chargea au centre, fusil levé, cœur stable. Damian se baissa, cria quelque chose avec un accent sec, tira sauvagement vers un arbre. Malik le plaqua avant qu'il ne puisse se mettre à couvert, genoux sur la poitrine, fusil sur la mâchoire. Où est le vrai centre de commandement? Grogna-t-il. Damian cligna des yeux, du sang dans la bouche. Tu penses que ça va arrêter quelque chose? Malik appuya plus fort. Où est-il? Tu arrives trop tard, répondit Damian, un sourire aux lèvres. Le doigt de Malik tressaillit sur la gâchette, mais il ne tira pas. La voix d'Adama résonna. Attends. Regarde ça. Il s'approcha, tenant un téléphone satellite ensanglanté. On vient de recevoir un appel avant qu'on fasse exploser le SUV. Cela venait de quelque part à l'intérieur de Ouagadougou. Les yeux de Malik se plissèrent. Il y a une autre couche. Damian toussa, rit. Vous pensez que c'était à propos des drones? Ce n'était que du bruit. Malik le souleva et le plaqua contre le camion. Alors de quoi s'agissait-il? Damian sourit. Ils ne sont plus après Traoré. Malik se figea, voix basse. Alors, qui? Son remplaçant. Le cœur de Malik battait plus fort. Ils ne sont plus après Traoré. Ils veulent le remplacer. L'air semblait plus lourd que la chaleur, plus lourd que les coups de feu qui s'éteignaient. Ce n'était pas juste un complot d'assassinat. C'était une manipulation de succession. Ils n'essayaient pas de détruire le Burkina Faso. Ils voulaient se l'approprier. Qui est-ce? Siffla Malik. Damian sourit malgré sa lèvre fendue. Tu crois que je te donnerais ça? Vous n'êtes pas prêt pour le niveau auquel vous jouez. Malik le plaqua contre le camion si fort que le métal se cabossa. Laissez-moi. Le sourire arrogant de Damian vacilla une seconde. Vous ne le voyez vraiment pas, n'est-ce pas? Vous avez combattu les ombres si longtemps, que vous avez raté le couteau dans votre dos. Malik recula, fusil toujours pointé, l'adrénaline rugissant dans ses veines. Attache-le, dit-il à Adama. Bâillonne-le. On le ramène à la capitale. Adama hocha la tête. On y va. Il le faut, répondit Malik. Ce n'est pas fini. C'était une diversion. Il savait que nous serions à la poursuite des drones. Pendant ce temps, quelqu'un prépare le terrain pour accéder au pouvoir. Adama tira les bras de Damian dans son dos. L'homme ricana. Tu arrives trop tard, Malik. Les votes ont déjà été influencés. Les noms sont alignés. Il suffit d'une crise supplémentaire au sein du cabinet. Ils supplieront pour un changement. Malik s'éloigna avant de céder à la rage. Il contacta Nataj par radio. J'ai besoin d'une liste de tous les membres de l'ordre de succession présidentielle. Toute personne ayant une influence sur les ressources militaires, les conseils de sécurité ou la politique étrangère. Classez-la. Filtrée par activité de voyage, augmentation de richesse inexpliquée, associations étrangères, tout événement suspect au cours des 30 derniers jours. La voix de Nataj revint aussitôt. Déjà devant vous. Un nom brille en rouge, le colonel Moridio. Malik ouvrit la porte doucement. Reste avec la Jeep. Si quelque chose tourne mal, tu donnes ce disque à Nage. Quoi qu'il arrive. Adama n'a pas discuté. Il hocha simplement la tête, ce vieux feu dans les yeux. Faites en sorte que cela compte. Malik se déplaçait dans l'ombre, ses bottes silencieuses sur le béton brisé. Le vent transportait l'odeur de la poussière et de la vieille huile. Une lumière de sécurité vacillante bourdonnait au-dessus, projetant des lueurs oranges maladives sur la cour extérieure. Plus loin, 2 gardes en tenue tactique privée s'appuyaient contre une porte, riant doucement. Fusil en bandoulière. Des hommes de main, pas fidèles. Pas prêts. Malik sortit son couteau et resta bas. 2 mouvements rapides, 2 hommes à terre. Aucun cri, juste un bruit sourd et un souffle coupé.
Il traîna les corps dans les broussailles et se glissa à l'intérieur du bâtiment. Des couloirs sombres s'étiraient comme des veines, bordés d'affiches démodées et de luminaires rouillés. Le complexe donnait l'impression d'avoir été abandonné à la hâte, jusqu'à ce qu'on voie les toutes nouvelles caméras de sécurité clignoter en rouge dans les coins. Malik se baissa sous l'une d'elles et se déplaça rapidement. Son écouteur bourdonna. Nadesh ? Les images satellites confirment la présence de cette personne dans cette pièce avec Dio. 4 hommes armés, 2 conseillers, une signature inconnue. Nom militaire. Sans pièce d'identité. Cela pourrait être étranger. Laisse-moi deviner, murmura Malik. Le vrai patron. Je ne serais pas surpris. Existe-t-il un moyen d'isoler l'audio ? Négatif. Brouillé. Alors, je poserai mes propres questions. Il atteignit la cage d'escalier et monta. Lent, contrôlé. Le 2e étage était plus calme, stérile. Les lumières ici fonctionnaient. L'air était plus frais, plus intentionnel. Une salle de guerre improvisée. Il s'arrêta devant une porte indiquant « Briefing de commandement sécurisé ». Il écouta. Des voix à l'intérieur, basses, confiantes. La voix de Dio était incomparable, mesurée, polie, toujours imprégnée d'un sens du destin. « Ce n'est pas un coup d'État, disait Dio. C'est une correction de cap, les gens vous suivront si vous leur montrez où aller. » Une voix plus grave répondit, avec un léger accent européen. « Et le président ?» Dio hésita. « Il est déjà déjoué. Publiquement, nous l'avons laissé revenir. En privé, nous nous assurons qu'il comprend le nouvel ordre. S'il résiste, nous l'éliminons. » Malik enfonça la porte sans un mot de plus. Elle s'ouvrit violemment contre le mur. 8 visages se tournèrent vers lui, choqués. La main de Dio se dirigea vers son arme, mais celle de Malik était déjà dégainée. « Ne le faites pas. » Silence. La pièce se figea. Dio se redressa lentement. « Capitaine Wedriogo. Je pensais que tu étais mort. »« Pas encore, » dit Malik en entrant dans la pièce, l'arme levée. « Mais vous pourriez l'être. » Le conseiller étranger se déplaça subtilement vers le coin, mettant la main dans son manteau. Malik tira une fois. L'homme tomba avant que quiconque ne puisse crier. Panique. Un garde leva un fusil. Malik tira à nouveau. Épaule. Pas fatal, mais salissant. L'homme tomba au sol en gémissant. Tout le monde, levez les mains maintenant. Dio ne bougea pas. Tu ne sortiras pas d'ici vivant. Je ne suis pas ici pour sortir. Je suis ici pour mettre fin à ça. Malik sortit le disque dur de sa poche et le jeta sur la table. C'est tout. Paiement, nom, lieu, ingérence étrangère, drone, le complot contre Trowey, le plan pour vous installer. Les yeux de Dio se tournèrent vers le lecteur une seconde. Malik sourit. Je t'ai eu. Derrière la porte, une autre voix se fit entendre. Confirmation audio et visuelle. C'était un flux natif en direct. Toute la pièce avait été surveillée par la caméra corporelle de Malik. Il baissa légèrement son arme. Vous disiez ? Le colonel Dio ressemblait à un homme qui venait de réaliser que le nœud coulant était déjà autour de son cou. La porte s'ouvrit à nouveau brusquement. Cette fois, l'unité de garde d'élite de Trowey entra, arme levée, armure serrée. L'un d'eux s'avança. Nous prenons le relais à partir d'ici, capitaine. Malik hocha la tête et recula lentement, le souffle coupé. Alors qu'il menottait Dio et sécurisait la pièce, Malik s'appuya contre le mur extérieur, le poids de tout ce qu'il venait de vivre pesant sur ses épaules. C'était presque fini. Malik était assis sur le trottoir à l'extérieur du complexe, les coudes sur les genoux, le sang séchant sur ses jointures. La nuit était épaisse de chaleur, mais il la ressentait à peine. Des sirènes résonnaient quelque part au loin. Un hélicoptère survola le ciel, sa lumière de recherche traversant l'obscurité comme une lame. À l'intérieur, les soldats se déplaçaient dans les pièces et les couloirs comme des chirurgiens nettoyant la pourriture d'une plaie. Mais ici, sous le lampadaire cassé qui bourdonnait au-dessus de lui, Malik ressentait tout à la fois, soulagement, épuisement,
rage qui ne s'était pas encore apaisée. Des pas craquèrent derrière lui. Il ne se retourna pas. « Tu as toujours aimé les entrées dramatiques », dit une voix qu'il n'avait pas entendue en personne depuis le début du chaos. Malik se leva lentement et se tourna pour lui faire face. Le président Ibrahim Traoré. Sans entourage, sans pompe. Juste une chemise simple, les manches retroussées, et le poids d'un pays dans les yeux. « Je pensais que tu serais dans un avion pour un endroit plus sûr, dit Malik. « C'est vrai, répondit Traoré en s'approchant. Puis j'ai entendu que mon propre pays essayait de me remplacer. Je me suis dit que je devrais probablement être là pour la scène finale. » Malik parvint à esquisser un sourire narquois et fatigué. « Ce n'est pas encore fini. »« Non, » dit Traoré. « Mais c'est proche. » Ils restèrent un moment silencieux. Puis Traoré hocha la tête en direction du bâtiment. « Ils nous ont tout donné. » « Non, logistique, de quoi démonter chaque pièce de la machine qu'ils ont construite. Dio est éliminé. Les autres s'effondrent. Mais cela ne serait pas arrivé sans toi. Je n'ai pas réussi seul, dit Malik. Léon, Nadesh, Adama, ma femme. Ils m'ont tous soutenu. Le regard de Traoré s'adoucit. Voilà ce qu'est le vrai pouvoir, Malik. Ce n'est pas le nombre qu'on peut commander. C'est le nombre de personnes qui choisissent d'être à tes côtés quand tu n'as plus rien. Malik baissa les yeux vers ses mains. J'étais censé te tuer, tu sais. Je sais, dit Traoré sans broncher. J'ai failli le faire. Je le sais aussi. Ils se regardèrent. Pas besoin de s'excuser. Pas besoin de pardon. C'était plus profond que ça. Certaines choses se comprennent sans être dites. Traoré lui fit signe de marcher. Il se déplaçait dans les rues calmes autour du complexe, croisant des jeeps cabossés, des drones immobilisés et du matériel abandonné. L'épreuve d'une guerre qui n'a jamais fait la une des journaux. « Tu sais de quoi ils avaient vraiment peur ?» demanda Traoré après un moment. « Que tu perdes le contrôle ?» proposa Malik. « Non, dit-il. Ils avaient peur que nous arrêtions de demander la permission. Que nous écrivions notre propre histoire. » Malik hocha lentement la tête. « Alors écrivons-la. » Ils retournèrent à la porte d'entrée. Adama était là, appuyé contre la Jeep, de la fumée s'échappant d'une cigarette à moitié allumée. Il fit un signe de tête à Malik, puis offrit la fumée au président. Traoré gloussa. « Mauvaise habitude. » « Il en va de même pour faire confiance aux gens en costume, » répondit Adama en haussant les épaules. Malik se tourna vers lui. « Comment Damian peut-il être dans une cellule de détention en train de cracher des bêtises sur l'immunité et Genève ceci, Genève cela ? Il va craquer. Pas aujourd'hui, mais bientôt. » Traoré haussa un sourcil. « Tu comptes le garder en vie ? » « Nous ne sommes pas eux, » dit simplement Malik. « Nous faisons cela correctement ou nous devenons la chose contre laquelle nous venons de nous battre. » Un moment passa. Le président demanda alors. « Les toi ?» Malik cligna des yeux. « Les moi ? Tu rentres chez toi ? Tu retournes dans ta famille ?» Cette pensée le brisa presque. Il ferma les yeux et vit le visage de Léla. Les petits doigts de Jamal enroulés autour des yeux de sa mère. Toujours effrayé, mais toujours vivant. « Je ne sais pas si je peux simplement revenir à cette vie. »« Pas encore. »« Tu n'as pas à décider maintenant, » déclara Traoré. « Mais quand tu le feras, sache ceci, il y aura toujours une place pour toi dans ce combat, dans ce pays. Tu l'as mérité. » Malik hocha la tête, la gorge serrée. Une sirène hurla à nouveau au loin. Puis, le silence. Il regarda le ciel, clair, sans fin, et plein de traînées de fumée provenant de l'incendie qu'il venait d'éteindre. Il se tourna vers le président. « Que se passe-t-il demain ?» Il leva les yeux et sourit. Malik tomba à genoux et ouvrit les bras. Jamal s'est précipité sur lui sans hésitation. Léla s'agenouilla également, les entourant tous les deux de ses bras. Aucun mot n'a été prononcé. Il n'en avait pas besoin. Le monde autour d'eux continuait de bouger, mais pendant cet instant, tout s'est arrêté. La douleur s'est dissipée, la peur s'est estompée,
et tout ce qui restait était le souffle, la chaleur et le sentiment d'être chez soi. Plus tard, au crépuscule, ils ont marché le long des rives de la rivière Muun. L'eau scintillait d'or sous le soleil couchant, et Malik tenait la main de son fils tandis qu'il a marché à côté de lui, ses doigts entrelacés avec les siens. Ils n'ont pas parlé de ce qui s'était passé. Pas les menaces, les salles de guerre, les équipes d'extermination ou l'homme qui a essayé de tout brûler. Ils ont juste regardé le soleil disparaître à l'horizon et ont laissé le silence tout dire. Derrière eux, le pays était encore en reconstruction. Brique par brique, âme par âme. Le président Traoré avait prononcé ce matin-là un discours national appelant à l'unité et non à la vengeance. Il n'a mentionné aucun nom, mais tout le monde savait à qui il faisait référence lorsqu'il parlait de ceux qui se tenaient debout au moment où il était le plus facile de tomber. Malik avait décliné l'invitation de se présenter à ses côtés. Il ne voulait pas de projecteur. Il voulait la paix, et pour la première fois depuis des années, il pouvait sentir qu'elle commençait à s'installer. Cette nuit-là, Malik a bordé Jamal dans son lit et s'est assis à côté de lui jusqu'à ce que le garçon s'endorme. Léla entra dans la pièce et se tint dans l'embrasure de la porte en regardant tranquillement. Elle ne lui a pas demandé s'il allait bien. Elle n'était pas obligée de le faire. Elle s'est simplement approchée, s'est agenouillée et a placé son front contre le sien. « Tu me l'as ramené » murmura-t-elle. « Non » dit doucement Malik. « Tu as tenu bon jusqu'à ce que je retrouve mon chemin. » Ils se sont serrés l'un contre l'autre un long moment, écoutant les grillons et le vent par la fenêtre. Pas d'alarme, pas de menace, juste le doux murmure d'une famille en train de se réconcilier. À la tombée de la nuit, Malik se tenait à la fenêtre, les bras croisés, contemplant le silence de son pays. Ni parfait, ni figé, mais debout, respirant, libre. Il murmura dans l'obscurité, non à quelqu'un en particulier, mais au souvenir de ce à quoi ils avaient tous survécu. Nous sommes toujours là.